Bonsoir. Mon nom est Émile Martel, pour l'instant président de l'Académie des lettres du Québec. Vous savez maintenant comment ça se passe. On vient au monde dans un village qui, après quelque temps, cesse d'être le milieu du monde et on fréquente des grands-parents et des écoles dont on n'oubliera jamais totalement les visages ni les cours de récréation. Puis il faudra aller ailleurs, étudier plus ou étudier mieux, changer d'adresse et changer de fenêtre, commencer à travailler pour rien ou pour un salaire, en tenant quelqu'un par la main ou un bébé dans les bras. Un jour, on trouvera sur sa table une pile de feuilles de papier imprimées qui parlent de soi avec émotion ou de quelque chose d'autre avec rigueur. Ce sera le temps de partager cela avec d'autres, soit des élèves dans une salle de classe, soit des lecteurs dans une salle de vie. On ira chercher un éditeur, qui ira chercher un imprimeur, qui ira chercher un libraire, qui mettra votre livre sur le coin de la tablette ou debout dans la vitrine avec les recettes de pâté chinois et les positions de yoga. On attendra de ce bout de chemin la gloire où on recevra la légère déception d'y être presque arrivé. Mais le sentier aura été tracé. Les doigts trouveront le clavier et de l'exercice de l'écriture viendra un parfum ou une mélodie, quelque chose qui portera notre nom et une partie de notre bonheur. On y sera depuis un moment, parfois des années, et soudainement, une académie des lettres frappera à la porte et présentera sa carte de visite pour y mettre son nom et un sous-titre. Diane Régimbald, ou Lise Vaillancourt, ou Éric Bédard, membre de l'Académie des lettres du Québec. Avant que la parade ne finisse de passer, on préparera un discours pour parler de tout ça, et un ou une complice, soit Carole Fréchette, Denise Desautels ou Bernard Andrès, ajoutera son grain de sel, son épée ou son tricorne. Et c'est comme ça qu'on se retrouvera ici entre amis et admirateurs, lecteurs et écriveurs, familles et voisins, à vous accueillir, Diane, Lise et Éric. Et à partir de ce soir, ça recommencera. Mais après un arrêt pour faire le point, pour faire l'honneur, pour faire merci, et que la famille de cette académie frémisse un peu de la fierté de vous avoir avec nous. Le 15 novembre, c'est le jour des écrivains emprisonnés. Je nous engage à reconnaître notre liberté et encourage à penser à eux et à elles. C'est Carole Fréchette qui présentera Lise Vaillancourt. Merci. Bonsoir. Chers collègues de l'Académie, chère Diane Régimbald, cher Éric Bédard, chers amis. C'est un immense bonheur pour moi de vous présenter Lise Vaillancourt. Les premières fois que j'ai vu Lise, elle était sur scène. D'abord dans Marie-Antoine, opus 1, sa deuxième pièce créée en 1984, où elle jouait une bien étrange petite fille égarée dans le château de ses parents. Puis l'année suivante, toujours au Théâtre expérimental des femmes, elle incarnait une écrivaine excentrique affublée d'une tête d'orignal en peluche qui se déplaçait à bicyclette dans l'immense loft industriel où se déroulait le spectacle. Je sortais pour ma part de 10 ans de militantisme et d'écriture didactique au Théâtre des Cuisines, et j'avais envie de m'ouvrir à une parole féminine plus poétique et plus débridée. On peut dire que j'étais servie. Mais je ne voyais pas encore comment nos chemins si différents pouvaient un jour se rencontrer. J'ai revu Lise l'année suivante, donc en 86, 85,
lorsque j'ai assisté à la célèbre Soirée des murmures, organisée par le TEF dans le cadre de son festival de création de femmes. Lise était l'une des idéatrices de cette formidable manifestation qui réunissait 100 performeuses de toutes les disciplines qu'on pouvait découvrir dans des petits cubicules dispersés aux quatre coins du théâtre à la manière de peep show. La sage dramaturge débutante que j'étais alors est ressortie galvanisée par cet événement jubilatoire. Mais c'est beaucoup plus tard, au milieu des années 90, que j'ai connu Lise, au Café Romolo. J'y retrouvais souvent mon amie, la regrettée Abla Faroud, qui m'a présenté deux autres habitués de l'endroit, Jean-Marc Dalpé et Lise Vaillancourt. Nous avons vite sympathisé tous les quatre, et dans notre impatience de faire résonner nos textes, nous avons commencé à organiser des soirées de lecture pour nos voisins et nos amis. Au fil des ans, nous avons mis en place des dizaines de ces rendez-vous chaleureux autour de nos écrits encore tout chauds. C'est au sein de ce groupe des quatre, formidable expérience de camaraderie littéraire, que j'ai découvert Lise Vaillancourt, l'autrice en action. J'ai découvert son engagement total envers l'écriture, son imaginaire débordant, son audace, son urgence de dire, sa fragilité qui couve sous ses personnages extravagants, sa curiosité, son ardent désir de partage. Autrice d'une quinzaine de pièces et de 3 romans, publiés chez Le Méac aux Herbes Rouges, chez Dramaturge Éditeur, Lise développe depuis près de 40 ans une œuvre vibrante, tout à fait unique dans notre paysage théâtral. 3 fois finaliste au prix du gouverneur général pour ses pièces Le Petit Dragon, La Ballade de Fanny et Carcassonne et pour son roman L'été des Héders, elle a multiplié tout au long de son parcours les expériences d'immersion en écriture et les occasions de rencontre. Entre autres, au Art Studio de Banff, au Festival international des francophonies de Limoges, à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Son intérêt pour toutes les formes d'expression scénique l'a mené vers des artistes de disciplines différentes, notamment vers le chorégraphe Pierre-Paul Savoie, avec qui elle a conçu une superbe adaptation de la pièce Les Chaises de Ionesco. Profondément engagée dans sa communauté, elle s'est particulièrement investie dans le développement et la promotion de la dramaturgie d'ici, notamment au Centre des auteurs dramatiques, dont elle a présidé le conseil d'administration pendant plusieurs années. Ces pièces qui ont été jouées sur nombre de scènes d'ici et de la francophonie se déploient dans des mondes un peu, parfois beaucoup décalés, où se côtoient joyeusement le fantastique, le terre-à-terre, le mythologique, le trivial et l'insolite. À eux seuls, les noms de ces personnages racontent à merveille les univers contrastés qu'elle met en scène. Dans ses premiers textes, il s'appelle Victoire de la catastrophe, Igor de la débâcle, Giraldine de la courte paille, Vera Cristal, Billy Strauss, Madame V. Ils sont baleines échouées dans un bar. Ils sont aristocrates vivant dans des châteaux de contes de fées. Ils sont personnages de théâtre cherchant désespérément à sortir de la fiction où ils sont enfermés. À l'autre bout du spectre, dans l'affaire du Mouchon, dans La Corneille, ils se nomment sobrement Nathalie, Gérard, Julie, Milly. Ils vivent dans des bungalows de banlieue et des 4,5 du plateau Mont-Royal. Ils se débattent pour gagner leur vie, payer leur loyer, gérer leurs amours et leurs liens familiaux compliqués. Mais ces pièces ont beau être plantées dans des situations plus terre-à-terre, elles sont toujours traversées par ces moments insolites dont Lise a le secret, comme des bouffées de folie qui surgissent au milieu de l'ordinaire. Qu'il se déploie dans une tonalité fantaisiste ou plus près du réel, qu'il s'adresse aux enfants ou au grand public, ces textes ont une chose en commun, ils fourmillent de créateurs et d'artistes.
De la pianiste Giraldine et la cantatrice Jvanel dans Marie-Antoine, opus 1, à l'écrivaine Madeleine Macpherson dans Une histoire pour Édouard, à Will Broad, conteur de son métier dans Le Petit Dragon, à Madame V, l'écrivaine angoissée de Billy Strauss, à Nathalie, la slameuse de l'affaire du mouchon qui scande ses poèmes dans les bars, à Botha, l'écrivain originaire du Congo qui travaille à un roman sur sa mère dans Tout est encore possible, et jusqu'à Marie-Alfred, la protagoniste de sa dernière pièce, grande chorégraphe en fin de parcours, qui se questionne sur ce qu'elle veut léguer à ses élèves et à ses admirateurs. L'art et la littérature sont partout dans les mondes que crée Lise Vaillancourt. L'art, la littérature comme instrument de transformation, comme potion magique qui permet de s'extraire du réel, de se réinventer, de réenchanter le monde. L'art, la littérature comme pratique exigeante, avec ses vertiges, ses doutes incessants, ses excursions périlleuses dans les labyrinthes de l'imaginaire. Sur une tonalité plus intime, ces romans plongent aussi à leur manière dans les méandres de l'acte créateur. Son très beau roman « Nous étions nés pour ne jamais mourir » raconte en quelque sorte la naissance d'une écrivaine. Violette, née au cœur des années 50 dans une famille moyenne, d'une banlieue moyenne, petite fille solitaire et rêveuse, étouffant dans sa famille étriquée, puis adolescente, traînant son mal de vivre dans sa terne polyvalente, Violette, émouvante alter ego de l'autrice, tombe un jour sur La vallée des avalées de Régent Ducharme, et alors tout bascule. Je dévore cette histoire de petite fille qui se révolte contre sa famille, raconte la narratrice. Et quelque chose naît en moi, un territoire mythique. À 17 ans, Violette s'achète un premier carnet. Elle écrit « Je me propulse. Je crée un premier pas sur le terrain de l'écriture. Comme Neil Armstrong, je me retrouve en état d'apesanteur. Quand j'écris, je baigne dans le langage jusqu'au cou. » Oui, c'est bien le sentiment qu'on a au contact des écrits de Lise Vaillancourt, une sorte d'immersion dans la langue, une célébration de sa beauté, de son mystère et surtout de son extraordinaire pouvoir de faire advenir, de faire exister. Il faudrait encore parler du bestiaire fabuleux qui peuple son œuvre depuis Ballade pour 3 baleines jusqu'au Chant de la tortue, sa dernière pièce, et parler de la présence récurrente du couple mère-fille, la mère, figure dévorante dont la fille cherche à la fois à se rapprocher pour retrouver le lien, la confiance, l'amour fondamental, et à se détacher pour respirer, pour survivre, pour créer. Cette figure sera au cœur de son nouveau récit, La mère incertaine, qui paraîtra la saison prochaine et que j'ai bien hâte de découvrir. Il y aurait encore beaucoup à dire, tant sur l'œuvre que sur l'autrice, mais il est temps de conclure et de lui laisser la parole. Chère Lise, ta démarche d'écrivaine profondément originale et authentique, ta passion pour l'écriture, le théâtre, la littérature, l'art sous toutes ses formes, ton amour de la culture d'ici, ton engagement depuis des années à la promouvoir, la valoriser, la célébrer, ton sens de la collectivité, ton goût pour le partage et ton incessante préoccupation pour la transmission seront sans contredit des atouts précieux pour l'Académie des lettres du Québec. C'est de tout cœur que je te souhaite la bienvenue dans notre Assemblée. « 7 juin 2022. Chère Carole, la nuit dernière, j'ai fait un rêve absurde concernant l'Académie. J'assistais à un souper présidé par Denise Desautels.
Rendu au fromage, elle nous intimait de ne pas en manger, laissant planer qu'il était empoisonné. Tout le monde autour de la table voyait bien qu'elle précipitait la fin du repas pour en finir au plus vite avec la soirée de nombreux discours de réception qui devaient suivre, dont le mien, avec lequel, dans ma nervosité, je m'étais essuyé la bouche. Pierre Neveu était assis à côté de moi et calmait mes inquiétudes avec son sourire bienveillant. Enfin, on quittait la table. Monique Miller faisait une entrée remarquée en félicitant Julie Vincent, croyant que c'était elle qui avait été élue à l'Académie. Réalisant son erreur, elle me chuchotait ses excuses et me remettait en guise de cadeau un 2 litres de lait Lactantia. J'étais ensuite sur l'estrade. Je posais la boîte de lait sur un tabouret à côté de moi et je disais « Je vous présente maintenant Lise Vaillancourt ». Puis j'attendais une main sur l'autre en souhaitant ardemment la voir arriver. Dans la salle, il y avait Paul Pelletier qui riait très fort. Je ne sais pas quelles autres inepties auraient pu surgir de ce rêve si la voisine ne m'avait pas réveillée en hurlant le nom de son Pékinois qui s'était encore une fois enfui dans la ruelle. Je me suis dit que ce rêve témoignait de toute évidence de ma méconnaissance de l'Académie des lettres du Québec et de mon inquiétude aussi d'être à la hauteur de l'institution. Mais si la nuit porte conseil, c'est surtout la matinée qui m'a permis d'y réfléchir plus sérieusement et de revenir à ce que tu me disais. Qu'il pouvait y avoir un croisement heureux entre mon parcours, l'écrivaine que je suis, ce lieu d'échange sur l'écriture qui, comme tu le sais, m'importe au plus haut point, et la défense d'une telle institution. Alors voilà, j'accepte, chère Carole, que tu proposes ma candidature, en espérant que le vote postal sera favorable à ta démarche, avec toute mon amitié. Lise. Monsieur le Président, chers membres de l'Académie des lettres du Québec, chers collègues, chers amis, je m'occupe surtout du parcours de mes personnages. Vous exposer le mien, aujourd'hui, m'apparaît extravagant. Mais toute reconnaissance exige une reconnaissance plus juste encore de soi-même. Je sais ce qui est vrai dans une fiction, mais je ne sais pas vraiment dans la réalité. Quand je n'écris pas, la réalité devient floue. Quand j'écris, quelque chose prend forme, une figure, une histoire. C'est la fiction qui me permet depuis toujours de saisir le monde dans lequel j'ai atterri. J'écris comme une archéologue fouille un terrain d'investigation en cognant doucement sur les artefacts avec son piolet pour enlever la terre. Mon piolet, c'est mon stylo. Je suis une chercheuse artistique. Patti Smith écrit en ouverture de M-Train « Ce n'est pas si facile d'écrire sur rien. » Rien ne me menait à l'écriture. Dans le milieu immédiat de mes parents, il n'y avait aucune incitation à poursuivre des études, même s'il fallait viser un certain standing. La réussite se limitait à gagner de l'argent, en faisant quoi ça n'avait aucune importance. Dans la bibliothèque, il n'y avait que des encyclopédies et le dictionnaire médical. J'ai grandi parmi des gens incapables de voir qui ils étaient. Une époque, les années 50, une banlieue, les nouveaux développements. Ma mère était femme au foyer, mais elle avait l'énergie d'une centrale hydroélectrique contenue dans un petit poids. Ma mère souffrait d'un manque viscéral de liberté d'expression. Sa psyché semblait parsemée de pancartes avec le mot « interdit » peint en noir sur chacune. Quand nous lui demandions de nous raconter des pans de sa vie, comme tout enfant avide de connaître le passé de son parent, elle répondait abruptement « Pourquoi tu veux savoir ça? » Ça, c'était sa vie. Ça, la forme syncopée de cela.
Cela qui aurait pu servir, si elle s'en était emparée, à nous présenter sa vie de façon solennelle. Cela est ma vie. Non, elle était plongée dans le ça de Freud, cet ensemble de pulsions inconscientes qu'elle réfrénait. Ma mère était en conflit perpétuel entre sa spontanéité et son autocensure, entre son obligation de se taire pour ne pas révéler ses origines et cette énergie qui la faisait bouillir au-dedans. Raconte comme c'était quand tu étais petite. Elle commençait une phrase, s'étouffait, balbutiait quelque chose, perdait son idée, se taisait un moment, nous laissant croire qu'elle réfléchissait à ce qu'elle allait nous raconter, puis disait « Je ne veux pas parler de ça ». Cette absence de récit est devenue mon point de départ en écriture. Bien sûr, je ne l'ai pas réalisé au début. Au début, je me suis éloignée de ma mère à la vitesse de l'éclair pour écrire. C'est après sa mort que je me suis rendu compte comment le ça de ma mère avait agi. Tel l'axiome d'Euclide, selon lequel la géométrie commence par le point. Le point qui donne naissance à la ligne qui engendre le plan qui se déploie en créant un cube, le cube qui est devenu un théâtre, une page en 3 dimensions. Le ça de ma mère a agi, tel un point qui s'est mis en mouvement. Le récit de la douleur est un legs que tout enfant devrait recevoir du parent, pour savoir ce qui s'est passé, pour savoir d'où l'on vient, pour savoir comment continuer, pour savoir comment on survit. Et sans doute pour se débarrasser de la honte. Ma mère n'a pas voulu raconter quoi que ce soit la concernant. C'est grâce à la littérature que j'ai pu saisir le monde dans lequel j'avais atterri. La littérature est un legs. À 13 ans, suite à un travail scolaire, je me découvre une passion insoupçonnée pour la préhistoire. Je m'intéresse à tout ce qui concerne la vie des premiers humains, cette période avant l'écriture. Mais les nombreux oiseaux sur les fresques ne ressemblent-ils pas à des lettres? Au cégep, je m'inscris à un cours donné par un passionné qui faisait encore du terrain, une sorte de Depardieu qui arpentait le petit podium 2 heures durant en nous transmettant les connaissances de base autant que ses recherches en cours. Je crois avoir trouvé un métier pour le reste de ma vie. Je serai archéologue de terrain. Bon, je saute ici par-dessus ma jeune vingtaine. Rien de particulier à signaler. Retour à la terre, premières amours, beau dommage, on fait un jardin, on veut des enfants. Je peins, je joue du piano, je fais de la céramique, du chant d'opéra. Je prends des cours de mime. J'imagine que lorsque j'aurai 85 ans, si j'écris là-dessus, cette période m'apparaîtra comme une seconde enfance. 1981. Après une année complète à écrire un roman et 6 mois passés à Paris, dans des cours de théâtre, au retour, je m'installe à Montréal. À l'UQAM, je décide de prendre un cours sur Artaud et sur Brecht, et j'apprends que Paul Pelletier est de passage comme professeur invité pour diriger une production. Au Théâtre expérimental des femmes, je viens de voir « La terre est trop courte » Violette Leduc de Jovette Marcheseau. Coup de cœur, révélation. La petite salle avec ses 4 colonnes exige des trésors d'inventivité pour créer un espace qui fasse vivre une histoire et résonner des mots. Je sors en aimant cette insupportable Violette Leduc, jouée par Luce Guilbeault. Je retiens ces mots dans un échange avec son ami Maurice Zach, comme une petite musique. La littérature mène à l'amour mène à la littérature. Je rencontre Paul Pelletier pour lui demander de participer à son cours à titre d'assistante metteur en scène. Elle accepte. Je me retrouve aux premières loges dans une boîte noire au J2020 à regarder une pièce se créer. J'arrive à Montréal à la fin de la création collective, où les gens de théâtre se sont emparés de leur histoire et de la langue.
Au TEF, on s'empare de textes qui ne sont pas destinés à la scène. Paul Pelletier écrit Une voix pour Odile de France Théoret, Vache de nuit de Jovette Marcheseau. Un autre soir, toujours dans ce petit théâtre, je vois une production d'un théâtre expérimental de New York. Sur scène, 6 électres avec un couteau à la main. À cette époque, on tue la mère et son legs de servante. On veut autre chose. On veut un autre monde. Automne 1982. Je me joins à la direction artistique au 320 Est Notre-Dame. Le mot d'ordre, inventer. Il y a très peu de femmes qui écrivent pour le théâtre. Je me sens investie d'une mission. Créer de nouveaux personnages féminins plus grands que nature. J'invente 2 personnages de baleines qui se jettent sur le rivage pour mourir, mais finissent par rouler jusque sous la table d'un bar pour parler. Argane, la grande baleine à bosse, est librement inspirée de Argan, du Malade imaginaire, et la jeune baleine noire est une évocation d'Antigone, une comédie ayant pour titre « Ballade pour 3 baleines ». Écrire, s'entraîner physiquement, rouler des fils électriques, faire les demandes de subventions, donner des conférences sur l'histoire des femmes, concevoir des festivals de création ouverts aux femmes de toutes les disciplines, jouer, ce que je n'avais pas prévu. Mais qui d'autre que moi pouvait incarner une baleine à bosse sur scène? Après les heures de représentation, nous allons manger au restaurant La Charade, juste à côté. On passe la soirée à parler productions en cours, aux créations futures. S'y trouvent régulièrement Jean-Pierre Ronfard, Marie Cardinal et leur fille Alice. On quitte souvent à 5 heures du matin alors que le serveur s'est endormi, la tête appuyée sur le comptoir. Sur Rachel, près de chez moi, je me rends souvent au bar chez Miloud, fréquenté par une majorité d'artistes de l'underground. Les musiciennes Wonder Brass, les peintres Gigi Perron, Josette Bélanger, Diane Obomsawin, le Poète Band, les sœurs Schmutt en danse. Je me lie d'amitié avec Pauline Harvey et Geneviève Letarte. Ce sont les performeuses, les poètes, les artistes visuels, les musiciens, les danseuses et les romancières qui nourriront ma façon de pratiquer mon métier, d'écrire la langue. 1985, je me retrouve seule à la barre avec Ginette Noiseux. Le 320 Est Notre-Dame est celui des fondatrices Paul Pelletier, Louise Laprade et Nicole Le Cavalier, qui ont quitté l'une après l'autre. Nous décidons de déménager. Nous trouvons une ancienne manufacture de jeans rue Clark, une salle vide qui pourra contenir 100 personnes. Nous nommons le lieu Go. Le TEF était à l'image du féminisme radical de cette époque, qui s'attaquait frontalement au patriarcat. Ce théâtre était un formidable lieu d'exploration de l'imaginaire féminin. Les actrices se réappropriaient une parole et une façon d'être sur scène qu'on n'avait jamais vue avant. Je viens de là, de ce lieu provocateur de propos neufs et de formes nouvelles. On voulait un autre monde. Mai 1990, je suis devant l'Espace Go rue Clark. Au terme de ma dernière réunion du conseil d'administration, Ginette Noiseux vient de présenter le projet du futur Espace Go. Le TEF et Espace Go sur Clark convenaient à la chercheuse que j'étais. Je quitte après avoir écrit 3 pièces et un récit. Les frères Hébert, Marcel et François m'accueillent dans leur maison. Gilbert David, le directeur de leur nouvelle collection théâtre, et les frères Hébert m'accompagneront avec bienveillance et patience dans la publication de Marie-Antoine Opus 1, Billy Strauss, et un récit, Journal d'une obsédée. Que devient une chercheuse sans plus de lieu? De 1990 à 2001, je ferai plusieurs résidences d'écriture à l'étranger. À Limoges, à la Maison des auteurs, où je reviendrai plus d'une fois, à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, sur un bateau qui remontait le fleuve Congo-Zaïre durant 1 mois, au Art Studio de Banff. Que signifie
être une autrice à Brazzaville? Que veut dire être une écrivaine guadeloupéenne avec 2 enfants dans un studio à Paris? Comment on écrit après avoir été emprisonné comme jeune écrivain et intellectuel au Togo? À qui on s'adresse comme écrivain réfugié quand on ne peut plus retourner dans son pays? Que veut dire écrire après le génocide des Tutsis quand on est rwandais? Que signifie prendre la parole sur une scène pour une femme à Montréal, à Kinshasa, à Paris, à New York, à Alger, à Beyrouth? Mon parcours tient dans le passage de ces lieux qui n'existent plus. D'abord le 320 Est, ensuite chez Beaujeu, la Charade, le bar Lilith sur Saint-Denis, chez Miloud sur Rachel et ce premier espace gauche sur Clark. Tous ces lieux ont disparu ou sont devenus des restaurants, des commerces, des magasins pour touristes. Même la ville de mon enfance a disparu. Elle s'appelait Ville-Jacques-Cartier. Mon enfance est une valise. Dedans, il y a un étang avec des livres mouillés, la main de King Kong qui broie des têtes d'enfants, un loup rouge qui se tient en plein milieu de la cour de mon école Saint-Joseph de Sérigny. Mon médecin s'appelait Jacques Ferron. J'ai 6 ans. Je suis toujours fatiguée. À peine si je peux respecter les règles de base de bienséance. On ne met pas ses coudes sur la table. Si je ne soutenais pas ma tête, elle tomberait dans mon assiette. Je suis assise dans un gros fauteuil en cuir brun, le dos rond, le menton appuyé sur le bureau du docteur Ferron. Ma mère s'exprime avec une voix coupable, lui disant qu'elle a beau me donner du foie de veau, des vitamines le matin, me coucher de bonne heure, m'éviter toute activité physique qui pourrait m'épuiser, rien n'y fait. Je n'ai aucune énergie. Le médecin lui demande de m'attendre dans le couloir. Assis sur sa table d'auscultation, il cogne doucement sur mes genoux avec un petit marteau, cogne avec ses doigts dans mon dos, fait des petits massages circulaires sous mon menton. Pendant qu'il m'ausculte, il me demande comment je trouve mon école, si je me suis fait des amis, comment je me sens de ce temps-ci. Je ne réponds pas. Je regarde une peinture au mur. Je ne sais pas répondre quand on s'adresse à moi directement. Quand on me pose des questions sur moi, je mens. Je raconte n'importe quoi. Depuis quelque temps, j'invente des histoires, je ne dis jamais la vérité, celle de ma réalité. La réalité, je suis en train de la perdre de vue. La peinture au mur représente une rivière bordée d'arbres, un petit tableau sombre. Mon père fait des marines à l'huile. Il peint depuis l'âge de 12 ans. Des mers fâchées, des bateaux qui manquent de couler, des rochers frappés par le ressac. Quand il a fini, il pend le tableau au mur du salon, invite des gens. Ma mère sert du vin blanc. Au bout d'1 heure, quelqu'un repart avec le tableau. Mon père peint pour payer nos médicaments, dit-il. Je demande au docteur Ferron si c'est lui qui a fait le tableau. Il me dit que non, que c'est un tableau de sa mère. Et il ajoute, c'est la rivière Maskinongé, une rivière que ma mère aimait beaucoup. Après avoir terminé son examen, il me demande ce que j'aime le plus dans la vie. Et je lui réponds spontanément d'un endroit en moi qui n'a pas parlé depuis longtemps, courir. Il fait revenir ma mère, lui annonce que je fais de l'anémie, prescrit du fer et lui recommande de me laisser jouer dehors et de me laisser courir tant que je veux, jusqu'à plus soif. On pourrait penser que le docteur Ferron m'a donné le goût de l'écriture ou celui de devenir écrivain. Non. Ce qui s'est passé ce jour-là est d'un tout autre ordre. Le docteur Ferron était connu pour aimer les enfants. Il avait autant d'attention envers nous qu'envers les adultes. Ses patients de Ville-Jacques-Cartier l'amenaient à visiter les coins les plus pauvres. Les gens, pour la plupart, vivaient à la débrouille.
Les pères ramassaient de la ferraille qu'ils allaient vendre. Plusieurs faisaient des petites magouilles. D'autres réparaient des objets cassés que les enfants trouvaient dans les poubelles. J'allais à l'école avec ces enfants-là qui devaient garder leur tuque en classe pour ne pas nous contaminer avec leur pouls. Nous, les enfants plus à l'aise, vivant dans les nouveaux développements. La pauvreté physique ou la pauvreté morale peut être du même ordre. On nous nie, on ne s'adresse pas à nous, on nous ignore, et à un moment, vous disparaissez. J'avais commencé à m'habituer à cet endroit en moi où je n'existe plus. Ce jour-là, le docteur Ferron s'est adressé à moi du côté de l'existence. Je retournerai le voir jusqu'à ce que je quitte le domicile familial pour lui annoncer que je vais m'installer dans le bas du fleuve. Il me parlera des cœurs saignants qui poussent là-bas et de cette région qu'il aimait tant. Avant de quitter, il me donnera son livre « Les roses sauvages ». Et s'il y a un lien entre le choix de mon métier et le docteur Ferron, il tient, je crois, à la décence qu'il possédait, qui est une sorte de respect discret de soi et des autres. Écrivaine est le statut décent que j'ai trouvé pour vivre parmi les miens. J'enseigne depuis 2005 de façon sporadique aux élèves en écriture de l'École nationale de théâtre. Cette année, j'ai proposé un cours sur la mer. Le personnage de la mer de l'Antiquité à aujourd'hui. Si le théâtre évolue, témoignant de l'évolution de notre société, mais si la mer nous apparaît toujours avec son éternel tablier fleuri, quel problème la mer pose-t-elle au théâtre? J'ai convié les élèves à chercher avec moi. Nos terrains de fouille, ce sont les pièces. Nous lisons la Médée d'Euripide et Albertine en 5 temps de Michel Tremblay, la Jocaste dans l'Oedipe roi de Sophocle et Nawal Marwan dans Incendie de Wajdi Mouawad, Clytemnestre dans Agamemnon d'Échille et Simone dans Les 4 morts de Marie de Carole Fréchette. Dans les personnages de mer, nous trouvons beaucoup de colère et beaucoup de silence. Le personnage est souvent sacrifié au regard des guerres, des viols, des enfants qui leur sont enlevés. La mer est un vaste territoire. La mer, depuis 2500 ans, est restée un personnage de second ordre. Comment a-t-on pu penser que l'humanité serait heureuse en naissant de personnages de second ordre? À l'instar de Jovette Marcheseau, nous déterrons l'histoire des mers et, comme le dit Daniel Rops, nous découvrons couche par couche la trace émouvante de notre humanité. En ce moment, je cherche ma prochaine pièce. Des personnages ont commencé à me visiter la nuit. Bonjour, est-ce qu'on peut rentrer? Jean de la Croix écrivait « Pour trouver quelque chose qu'on ne connaît pas, il faut prendre un chemin qu'on ne connaît pas. » Je marche sur un chemin vers un autre monde. Voilà où je suis. Je veux remercier Carole Fréchette de sa si généreuse présentation et si juste. Je veux saluer chaleureusement Diane Régimbal, que j'aurais vue à un de nos festivals de création de femmes sans soupçonner jamais qu'on se retrouverait ici ensemble ce soir. Je veux vous dire à Diane et à Éric Bédard tout le plaisir que j'ai de faire mon entrée à l'Académie avec vous. Et j'ai une pensée particulière pour Laurie Saint-Martin. La reconnaissance n'est pas une sorte de gloire, elle est une occasion donnée de m'impliquer avec des écrivaines et des écrivains. Merci de me recevoir dans votre assemblée. Merci.
Merci beaucoup, Carole et Lise. C'était magnifique, vraiment. Bonsoir à toutes et à tous. Parce que nous avons de profonds liens d'amitié, chère Diane, et que je souhaite vivement que tu entres et t'inscrives dans une académie accueillante qui a choisi au fil du temps de se renouveler, je veux commencer par dire que oui, ce n'est pas un lapsus, j'opterai pour le tutoiement. C'est la première fois, puisque tu es peut-être la 5e que je présente, et j'utilisais toujours le « vous ». Voilà. Par dire que cette présentation, je la vois, et je me permets de reprendre ici le titre d'une chronique de la revue Mébius, comme une lettre à une écrivaine vivante qui compte, pour moi, pour nous, toutes et tous, membres de l'Académie. Et c'est cette lettre trop brève pour rendre compte de tout ce que tu es, comme femme et comme écrivaine, que je t'offre ce soir. Pour l'important et très mérité dossier qui t'est consacré dans le numéro d'automne de LQ, tu nous proposes un autoportrait d'une force et d'une vérité admirables. Une sorte d'ardent condensé que j'aurais envie de citer entièrement. De ce qu'est pour toi être, vivre et écrire, avec la ténacité de celle qui sait que tout ce qu'elle écrit est traversé par le vulnérable. Dès le milieu du premier paragraphe, ceci. Si j'écris, c'est pour trouver, dis-tu, à travers les mots, la liberté d'être, pour me donner à cette force vive d'exister, pour tenir debout. L'écriture est rencontre de soi et d'une somme de corps étrangers. Ça va venir. Je souris en lisant pour la première fois cette dernière phrase, car elle me ramène à l'exergue d'Edmond Jabès avec lequel tu avais choisi d'ouvrir La Seconde Venue, ton premier livre publié en 1993 aux éditions du Norrois, comme la plupart de tes livres. Cet exergue, donc, l'étranger te permet d'être toi-même en faisant de toi un étranger. Ce mot « étranger » sera suivi de nombreux autres dans ce recueil, comme dans les suivants, qui font référence tant à un sentiment de solitude et d'étrangeté qu'à un puissant désir de déplacement, d'exode, d'exil, de voyage, d'errance, de traversée, qu'à la nécessité vitale pour toi de créer des liens avec cet autre qui naît en toi, que tu sens multiple, et avec l'autre en tant qu'autre, de te lier à toi-même et à l'autre grâce au pouvoir des mots et à cette écriture qui te sauve du péril, tout en laissant intacte, comme je l'ai écrit ailleurs, ta folle lucidité face à la détresse du monde et ton exigence de réparation. Car, comme tu le dis encore, il n'y a que le voyage pour apprendre à vivre. Et j'ajouterais, à naître et à renaître. De là, sans doute, dans l'une de tes premières fictions, enfant, l'histoire, qui m'émeut chaque fois que j'y repense et c'est pourquoi j'y reviens, de la petite missionnaire trop consciente du grand chagrin des peuples, expression que je t'emprunte, partie en Afrique pour contrer ce qui souffre et fait souffrir, pour soigner, réparer. De là, sans doute aussi, dans ta vraie vie, ce long voyage en langue étrangère que tu feras seule. Or, ici, les apparences sont trompeuses, puisque tu avanceras en terre inconnue, accompagnée, forte de l'enfant à naître. Comment réconcilier dans le grand temps de la vie le mouvement, l'errance, le voyage, l'étrangeté, la pensée, la réflexion et la quête de sens, de lien? Tout cela parlant fort en toi et parfois simultanément. Tu y arriveras. Tu bougeras en écriture, chère Diane. Et ta bonne dizaine de livres et tous les textes publiés en revue en sont la preuve. Tu bougeras grâce à l'écriture, participant à des résidences à Amsterdam et à la Maison de la Poésie d'Amé, et à de nombreux projets collectifs et événements littéraires au Québec et à l'étranger.
jusqu'à ce tout dernier, laboratoire de l'écrivain et de l'écrivaine animé par l'ami France Mongeau. Avec son thème, cette année fait sur mesure pour toi, aurait-on dit, la vulnérabilité des territoires. Et tu t'es laissé magnifiquement porter par des images puissantes et par moments apparemment incompatibles qui sont fondamentalement tiennes. La faim, le déchirement, l'amour, la guerre, la naissance, les réfugiés, les anéantissements, l'humanité et son racisme, etc. Tes mots eux-mêmes bougent, se métamorphosent, plusieurs de tes textes étant traduits, entre autres, en anglais, en catalan, en espagnol. Passer en langue étrangère, toi, pour qui écrire, est en quelque sorte se traduire et traduire le monde et ses préoccupations. Toi, très impliqué dans la création de l'événement Catalunya-Québec, Anada y Tornada, à Sabadell, auquel tu participeras à de nombreuses reprises et que tu défendras ardemment, cognant à toutes les portes des années durant pour qu'ils survivent, permettant ainsi la création de liens profonds entre la Catalogne et le Québec. Tu bougeras, chère Diane, tu voyageras et feras voyager des poètes et des livres. Après quelques années d'arrêt, cet événement reprendra vie sous peu, semble-t-il. Or, toute l'énergie que tu y as mis et mets encore, plus d'une décennie plus tard, n'est sûrement pas étrangère au fait que, grâce à ta collaboration et à tes liens avec Éric Villadric, coordonnateur des cours de langue catalane au Centre de langue de l'Université de Montréal, et également, depuis un certain temps, avec le jeune et talentueux poète Colin Zouvi, lui-même passionné par la Catalogne et le catalan, un spectacle a été présenté au Festival international de la littérature en septembre dernier, consacré à Anthony Clapès, ami, écrivain et traducteur de L'Incensérion, en ce qui te concerne. L'Incensérion, finaliste au prix du gouverneur général en 2013. Livre devenu, grâce à lui, qui a voulu en respecter la féminisation du mot insensé, et grâce à toi aussi, sans doute, l'aurora insensata. Je veux aussi faire mention ici de l'extraordinaire travail en belle continuité avec celui de Germaine Beaulieu que tu accomplis comme directrice du comité femmes du Centre québécois du PEN international depuis 2017. Ton sens aigu de l'organisation et ton engagement généreux dans ce comité que tu cherches par tous les moyens à enrichir, à rendre à chaque rencontre, y compris par Zoom, plus vigilant, plus accueillant, plus sensible à la diversité et à toutes les inégalités d'ici et d'ailleurs. Ce comité auquel tu veux donner un vrai sens, tout cela répond à quelque chose de profond, d'essentiel en toi. Toi, femme d'exigence, de mémoire, de partage, de passion, dont la soif urgente d'absolu est immense. On nous avait demandé une présentation plutôt brève. Or, je ne peux m'empêcher de dire quelques mots de la lumière, présente dans plusieurs de tes titres. L'Incensérion, au plus clair de la lumière. Toi, au soleil pâle ou brûlant. Lumière qui jaillit de tous tes textes, même les plus apparemment sombres. Car, et je te cite encore, il faut beaucoup de lumière pour voir l'ombre des choses, des êtres, et s'en détacher. Cette ombre et toutes les inquiétudes et les blessures qui s'y cachent, tu la grattes et la fouilles, lucide et acharnée, de livre en livre, en déplaçant à chaque fois, comme par miracle, ton écriture. Aller ailleurs, jusque-là, toi, fille des ailleurs, comme ton alter ego qui dit « elle, c'est moi » dans le poème que tu nous as donné à lire dans la section création du dernier LQ. Au nom de tous les membres de l'Académie, je te remercie, chère Diane, d'avoir accepté notre invitation, accepté de t'engager avec nous dans cette grande aventure qu'est l'histoire de notre institution et de nous offrir ainsi, le même jour qu'Éric Bédard et Lise Vaillancourt, que je salue
et remercie également au passage une superbe chance de nous penser autrement, de nous déplacer. Nous sommes, en effet, honorés et émus de t'accueillir parmi nous. Et comme tu l'as écrit si bellement au cours de l'entretien précédemment cité, le voyage, signe un départ, provoque un déplacement hors du commun pour créer et rencontrer. Nous souhaitons ardemment, chère Diane, que ton entrée à l'Académie des lettres du Québec, tu la perçoives comme le commencement d'un nouveau voyage, chargé, et je te cite une dernière fois, de promesses, fragilité, doute, tout ce dont nous avons besoin pour nous tenir en éveil. Merci. Merci beaucoup, Denise. Bonsoir. Par où vais-je commencer à vous dire ma joie? Commencer est toujours une porte qui s'ouvre. Lorsque j'ouvre cette porte, je vous vois, académiciennes et académiciens. J'ouvre cette porte, ou plutôt vous me l'ouvrez, m'invitez à entrer dans votre cercle, et j'en suis plus que touchée au cœur et à l'esprit. Vous me demandez d'être des vôtres, ce qui est une grande chose pour moi, un véritable privilège. La figure d'Athéna, symbole féminin fier de l'Académie, pose dignement son emblème et est le visage inspirant des intellectuels. Cela fera 78 ans dans quelques semaines que l'Académie existe et cet âge vénérable la grandit. J'espère donc porter fièrement son visage et son feu protecteur. L'Académie a besoin plus que tout d'être reconnue encore et encore pour ce qu'elle est en tant qu'association à la défense et à la reconnaissance de la littérature québécoise. Chères et chers, vous toutes et tous, membres de l'Académie, Émile Martel, président, Laurier Lacroix, secrétaire général. Attendez que je me retrouve. Denise Deshôtels, à qui je dois ma si vive reconnaissance, Lise Vaillancourt, Éric Bédard, membre récent tout comme moi. Je tiens également à nommer Laurie Saint-Martin, qui, malgré sa disparition soudaine et si récente, continue de nous habiter et d'être parmi nous. Précieuse et précieux amis et famille, distingués invités, j'entre dans le cercle de l'Académie en esquissant quelques pas de danse. Puisque j'aime danser, et les mots, avec leur densité, en sont encore plus heureux de se savoir enlacés par les gestes du corps. Corps d'écriture, en cela que pour moi tout est corps, corps de désir, corps de pensée, corps de rencontre avec l'art, corps de l'altérité, corps de silence. Me voici aimante, car aimer m'importe. Je vis cette invitation comme une surprise. J'ai toujours eu l'impression d'être inattendue. Là se crée ma part de risque dédiée au poème. Le poème me prend en son écriture. Il est mon moteur d'écriture, mon engagement. Mon appel au vivre prend tout son sens. Ici, je salue l'ami Paul Bélanger, qui m'a accueilli et accompagné au Noroît depuis 1993, maison que je chéris et à laquelle je demeure grandement fidèle avec ses nouvelles éditrices, amies, Mélissa Labonté
et Charlotte Francoeur. Je suis un être de la solitude, comme bien d'entre vous, écrivaines et écrivains. Mais ma force vive tient aussi dans la rencontre. Mon désir d'exister se trouve dans ce qui me lie au monde. Cette rencontre se fait par les mots, certes, par les êtres, les choses et par les déambulations, les explorations. Et je suis celle qui, aimant la musique, danse dans le vent des pièces de la maison, explore les espaces du dehors et veille hypnotisée au passage des eaux, celles du lac, du fleuve, de la mer. Je dirais mes influences depuis ma formation littéraire et bien avant cela, avec les aventures d'Alice au Pays des Merveilles qui m'ont tant fascinée enfant, traverser le miroir, afin de connaître ces ailleurs où les portes que j'ouvre me permettent des rencontres inusitées, comme dans les rêves, où des univers autres sont possibles, pas toujours heureux, certes, inquiétants, bien souvent, qui viennent de l'effroi, vont dans ces lieux habités de l'étrangeté du monde. Et si je fais un saut dans l'adolescence et mon jeune âge adulte, la lecture a été salvatrice. Il y a eu Dostoïevski, Saint-Denis Garneau, Anne Hébert, Marie-Claire Blais, puis plus tard d'autres figures fondatrices, Marguerite Duras, Virginia Woolf, Gertrude Stein, Annie Ernaux. Tout ce qui m'a bâti comme auteur depuis Hélène Cixous, Clarice Lispector, Claire Lejeune, Nicole Brossard, France Théoret, Alejandra Pizarnik, Emily Dickinson, Denise Desautels, Louise Dupré. Toutes ces femmes qui m'ont appris à penser et à m'ouvrir au monde. Rainer Maria Rilke, Edmond Jabès, Paul Celan, Roberto Juarros, Mahmoud Darwish, Paul-Marie Lapointe, Roland Giguère, poètes fondamentaux qui continuent pour certains de m'accompagner. Depuis aussi les écrivains et professeurs à l'Université de Montréal, Monique Bosco, Jacques Brault en études françaises, l'importante poète et romancière Madeleine Gagnon en littérature comparée, Claude Lévesque en philosophie, puis à l'UQAM, Lise Monette en philosophie et psychanalyse. Tous ces écrivaines, écrivains et tant d'autres ont influencé mon écriture, l'ont fait bouger et je suis devant elles et eux pleine de gratitude, pleine de ravissement pour la littérature et toute autre forme d'art qui me permettent d'avancer dans la création. En nommant ainsi certaines et certains écrivains, je vais aussi vers vous toutes et tous, et je vous lis. L'écriture a débuté pour moi dès l'enfance, lorsqu'une professeure de 4e année a demandé à ses élèves de créer un petit livre illustré. Cela a été pour moi saisissant de me rendre compte que je pouvais aussi écrire un livre, à un point tel que l'année qui a suivi, j'ai demandé à l'enseignante de 5e année si elle pouvait m'accompagner dans mon projet que je réalisais sans qu'il soit un devoir, mais bien un projet à moi. Puis l'écriture a quitté le récit, a pris la forme poétique, s'est approchée de la danse et du théâtre, qui ont été mes sources de liberté durant toute mon adolescence et mon jeune âge adulte. J'avais donc en amont mes cahiers Canada remplis de poèmes. Si je vous raconte ces détails qui peuvent sembler anodins, c'est que durant mon enfance, je me suis détachée du quotidien par la création. L'apprentissage de la lecture, les rêves, la composition de chansons. Les sauts de tête et de corps pour rencontrer quelques étoiles, quelques lumières ou respirer le rêve d'être autrement qu'être, m'ont sauvé en quelque sorte. Je trace ici quelques lignes où il a fallu que le corps soit bien vivant, ancré dans cette autre réalité. Ainsi, la natation compétitive m'a épargné durant plusieurs années de certaines frayeurs, puis ce fut le patin, puis la danse, influencée par Martha Graham, et des cours avec notamment Linda Rabin et Marie Chouinard.
Et il y a eu le théâtre où j'ai joué des pièces de Michel Tremblay et de Samuel Beckett, notamment. Le théâtre expérimental des femmes fut un haut lieu dans ma jeune vingtaine, lieu de grande inspiration. Ici, je fais un clin d'œil à Lise Vaillancourt. Et toujours la marche pour trouver le chemin de l'écriture. Le corps a continuellement été matière première à mon expérimentation de la vie. Ce corps qui dit tout, exprime dans ses moindres gestes tout de soi. Il est livre ouvert, témoigne des blessures, des joies, des craintes, absorbe les douleurs, redistribue les charges de son histoire et de l'histoire du monde qu'il capte. Le corps est une éponge, le mien en tous les cas. L'écriture est une plongée. Je prends l'image d'une traversée, d'une longueur de piscine sous l'eau où j'ai si souvent éprouvé, aller jusqu'à la limite de la perte totale de souffle. L'écriture est une pratique. L'écriture a une force magnétique telle qu'elle s'approche d'une certaine alliance. Personne ne le sait en lisant, mais l'expérience d'écrire me donne cette jetée vers l'autre. Paul Celan écrivait « Le poème veut aller vers un autre. Il a besoin de cet autre. Il en a besoin en face de lui. Il est à sa recherche. Il ne s'adresse qu'à lui. » Une phrase marquante de Lou Andrea Salomé m'habite toujours aussi. Nous naissons tous d'une disparition. Et je crois profondément que c'est ce qui me fait écrire, cette disparition-là, mystérieusement vivante et que je cherche à rencontrer de livre en livre. Et par là, chercher la liberté de dire ce qui est la plus grande force dans l'écriture, en donnant de la lumière au sombre. D'où surgit le poème? Où va la poésie? Des questions que je me pose toujours. Et pour aller encore plus loin, il me faut poursuivre la danse, son cercle incessant, qui révèle les formes de l'esquisse, qui dessine avec les mains les ombres de la lumière. La danse me réveille et appelle Pascal Quignard, qui dira « C'est le geste de s'ouvrir à l'autre, même si l'autre est porteur de mort. C'est le geste de l'abandon. » Il nomme avec moi les mouvements qui composent l'inédit du texte, son embryon, son sang circulatoire, sa cavale essoufflée de rythmes grondants et réclamant le feu de la matrice. Car il faut du feu pour écrire, et cela prend un corps engagé dans sa quête. De tout temps, je me suis engagée dans diverses actions féministes, politiques, sociales, littéraires, mais en ayant souvent l'impression que s'imposait à moi plus que la somme des implications. Un peu comme lorsqu'on écrit, l'engagement est là, sur le coup on l'imagine immense, puis on se rend compte que c'est une petite chose qui peut toutefois provoquer parfois quelques impacts, parfois presque rien. Il n'en demeure pas moins que je crois profondément à la défense des droits et libertés de tout être vivant. Toute espèce a le droit d'être. J'y suis donc dédiée depuis plusieurs années, notamment au Comité Femmes du Centre québécois du PEN international, car défendre la voix et la liberté des femmes demeure essentiel au XXIe siècle. L'écriture des femmes est ma nourriture essentielle, elle m'habite et m'interpelle en création. Depuis fort longtemps m'interpellent aussi les mouvements écologiques qui sont majeurs. Je me rappelle enfant toutes nos actions familiales pour économiser l'eau, l'électricité, les restes alimentaires. Tous nos gestes se faisaient dans une réelle modération. Comprendre qu'il y a 60 ans, dans une famille d'ouvriers, nous avions déjà conscience de nos empreintes environnementales. Puis tout s'est détérioré, comme on sait.
J'ai gardé de cette époque les valeurs liées à une volonté de préserver l'environnement et d'ouvrir le texte à ses enjeux. Et je lisais à 20 ans Carl Gustav Jung, l'alchimiste qui me fascinait tant pour sa liberté de penser et son expérimentation des limites. Il m'a appris à risquer le probable et l'improbable. Lorsque j'ai étudié l'impact des influences sociologiques des mythologies grecques que je reliais à l'anima et à l'animus, en faisant du théâtre avec Luce Guilbeault et Luc Morissette, j'ai appris ce qui se déployait en moi comme force attractive et craintive. Évidemment, arrivèrent plus tard les analystes Freud et Lacan avec leurs concepts par lesquels je me débrouillais assez bien pour alimenter mes analyses textuelles. Les pistes intuitives qui en découlaient me fascinaient et stimulaient mes écrits par une posture féministe. J'ouvre les mains sur un livre de la philosophe Maria Zambrano et j'y trouve un point où se concentre toute l'immensité. Le rayonnement d'une image, écrit-elle, est la première forme de la transcendance, ça que je cherche, tête penchée vers le silence, que l'image donne d'elle-même, là où se trouve sa lumière même. Cette lecture au cœur du silence que le livre permet va droit à l'immanence, afin que ce qui en émerge n'abjure rien, mais puisse toutefois travestir les sens. C'est ainsi que nous avons appris à jouer, en travestissant nos corps, en leur donnant des personnages, en créant des mythologies. Il faut beaucoup de lumière pour voir l'ombre des choses, des êtres, et s'en détacher. Car la lumière expose la blessure et ouvre au mystère du monde jusqu'à l'aveugler. Dire la mort, la vie, c'est dire le poème. Dire la peur, dire les confusions, dire les violences frontalières, dire les mythes pour les déjouer, pour les aimer aussi. Et cela m'amène à la structure du poème et à ses multiples possibles. J'écris et je découpe comme pour un patron de vêtements que je dessine. J'invente des formes. Qu'est-ce qui se peut? Que puis-je écrire des images? Et qu'est-ce qui est à donner de cette écriture-là? Ainsi, laisser aller l'abondance des mots, comme toutes les mauvaises herbes, où se trouve parmi elles le terreau fertile du dire. Je ne saurais jamais, sans la musicalité du texte, ce qui s'offre, en faisant bouger le texte comme le corps, en le faisant tourner, lui donner le mouvement de la danse que j'imagine possible, qui se traduit par une invitation à un enlacement ou à une cavalcade en furie. Oui, danser les cris, lui permettre tous les cercles, les pas devant, les pas derrière, le corps en élévation, le corps au sol, couché à même sa chair, appuyé à la terre, le corps dans la voix à se donner à la résonance du texte. Expérimenter les gestes jusqu'à perdre le nord, ce qui est pure merveille de la création. Là se crée la permutation possible de mon écriture. La poésie m'a amenée à voyager, à rencontrer d'autres poètes, d'autres poésies, et à défendre avec ferveur notre poésie québécoise, qui porte une richesse inouïe et qui tisse avec d'autres formes d'art des liens fabuleux. Les passages entre ces moments m'ont offert de belles opportunités, de même que ceux de ma réalité quotidienne, où j'ai défendu ardemment toute forme d'art, les soutenant, les accueillant avec une grande curiosité, une grande passion. Les traductions m'ont aussi permis de découvrir d'autres façons de voir, de lire les textes. Les langues, dans leur espace lexical, me fascinent. Le monde s'ouvre, en toute langue,
en tout lieu. Je vis en alternance entre deux territoires, celui de Montréal, qui m'est essentiel, urbaine que je suis, mais aussi celui de la campagne dans les cantons de l'Est, à proximité de la frontière américaine du Vermont, ayant un besoin viscéral de nature. En fait, j'ai toujours vécu à la frontière de voies ferrées, de ponts, de rives, de langues, et ces espaces délimités m'ont offert des limites à dépasser, à traverser. Comment arriver à l'infini? Pure idéation. Pourtant, on le pressent à regarder l'horizon, le ciel, le fleuve, l'océan, la rive, la montagne, la forêt, les perspectives urbaines, et à imaginer dans ce transport magnétique une forme d'espoir. Ne faut-il pas, malgré tous les désastres, des espérances pour continuer d'être debout? Les livres nourrissent la chair et l'esprit, me soulèvent, alimentent la résistance à contrer l'aliénation et l'aberration de la situation de notre planète. Revenir à soi et voir l'infini dans l'instant d'arrêt. Un seul moyen de vivre, dirait Clarice Lispector. La finitude de l'humanité est son immensité. C'est par ce chemin de l'écriture, tout près de l'intime, que l'infini se retrouve. Au croisement des langues, toutes celles qui habitent le corps, le carrefour du traduire des désirs, génère de nouvelles naissances, de nouvelles écritures. J'espère beaucoup d'infini avec vous, peuplé que je suis de vos voix. Merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, cher Éric, l'élu que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter ce soir est docteur en histoire à l'Université McGill et vice-président de la Fondation Lionel Groulx, dédiée, comme vous le savez, à la promotion de l'histoire du Québec. L'histoire du Québec, Éric Bédard, vous la vivez sur tous les plans, sous toutes ses facettes, de la plus savante à la plus populaire. C'est bien sûr l'histoire qui s'enseigne. Vous êtes professeur à la Télé-Université du Québec et vous défendez âprement depuis toujours son enseignement dans les programmes au collège comme à l'université. Mais c'est aussi l'histoire dont vous débattez dans les médias comme chroniqueur et animateur, notamment la série que vous connaissez, Figures marquantes de notre histoire, sans oublier toutes vos interventions dans les médias électroniques, dans la presse écrite et les réseaux sociaux. Quelle énergie! C'est aussi l'histoire que vous vulgarisez avec bonheur dans des ouvrages grand public comme L'histoire du Québec pour les nuls, maintes fois réédité, ou encore votre récent titre, Le Québec tournant d'une histoire nationale. Vous dédiez d'ailleurs cet ouvrage à la mémoire du regretté Jacques Lacourcière. Mais c'est aussi, Éric, l'histoire qui se fait, l'histoire qui se vit sur le terrain politique, l'histoire politique. Oui, vous y baignez depuis vos jeunes années de militance au Parti québécois. La décennie qui précède le référendum de 1995 fait d'ailleurs l'objet d'un passionnant récit autobiographique. Année de ferveur. Vous y témoignez de votre engagement politique au sein de la génération X, comme on dit. Cet ouvrage plus personnel, voire intime et intimiste, fait de vous un précieux témoin de l'histoire contemporaine. Enfin, Éric, il y a l'histoire savante, celle que vous analysez et publiez dans vos travaux inédits. Je vais y venir. C'est dire, mesdames,
messieurs, qu'Éric Bédard, à l'Académie des lettres du Québec, c'est une présence qui renoue avec celle des historiens fondateurs de notre société. Guy Frégault, Robert Humidi, Lionel Groulx. D'autres historiens ont suivi et ont précédé le nouvel élu dans ces lieux. Michel Brunet, Marcel Trudel, Jean-Pierre Wallot. Puis ce furent, et ce sont encore à l'Académie, Yvan Lamonde et Gérard Bouchard. Quant aux sociologues académiciens dont les travaux inspirent ou recoupent vos propres intérêts, il faut aussi nommer Fernand Dumont et Jacques Bouchema. Tout un aréopage passé au présent vous attend à l'Académie. Éric, tenez-vous-le pour dit. Certes, et c'est inévitable, vous ne partagez pas toujours avec les uns et les autres le même point de vue sur l'historiographie du Québec. Loin de faire l'unanimité dans le landerneau historien, vos critiques de l'histoire sociale et du multiculturalisme, votre rapport décomplexé au passé québécois, canadien, français, ont pu faire frémir certains et certaines. Mais le propre d'une société comme la nôtre, société littéraire et société tout court, n'est-il pas de débattre précisément, non seulement entre nous, mais aussi dans l'espace public? Un des sujets qui vous tiennent à cœur, et il ne fait point l'unanimité, par exemple, la Nouvelle-France. Si longtemps boudée, elle trouve encore grâce à vos yeux, ce n'est pas par traditionnalisme ou par nationalisme conservateur, comme on vous le reproche parfois. Sur ce point, Éric, vous réclamez simplement un rapport lucide aux origines. Cette relation n'a rien à voir, comme vous le dites bien, avec, je cite, une grande épopée mystique, le témoignage vibrant de notre vocation apostolique en Amérique, etc. Point de passéisme, c'est plutôt le point de messianisme non plus face aux affres du présent. Écrivez-vous à propos de cette vision idéalisée du passé. Pour s'en tenir aux historiens de notre sérail, vous rappelez notamment comment, dans une allusion à Lionel Groulx, le jeune Guy Frégault rejetait à propos des générations antérieures, je cite, « des quantités de rhétorique pleurnicharde sur leur maître le passé ». Dans votre livre de 2011, Recours aux sources, essai sur notre rapport au passé, vous montrez comment ce rapport a été faussé par la Révolution tranquille qui a résolument tourné les yeux vers l'avenir et rejeté viscéralement le Canada français avec l'eau du bain, si j'ose dire. Pour vous, Éric, tout en reconnaissant la logique marchande qui animait la colonie française et le déclassement des autochtones auquel elle a conduit, vous mettez l'accent sur le type d'alliance qui primait à l'origine avec les autochtones de la coalition laurentienne. Et tout comme moi d'ailleurs, vous ne cachez pas votre attachement aux anciens Canadiens et aux premiers intellectuels du Québec. Mais, Éric Bédard, la Nouvelle-France n'est pas au centre de vos préoccupations de chercheur. Votre thèse de doctorat portait en fait sur la seconde moitié du XIXe siècle. Elle s'attachait à une génération d'intellectuels engagés dans la cité. Vous les nommez les réformistes. C'est le titre de l'ouvrage que vous avez publié chez Boréal en 2009. Étienne Parent, Louis-Hippolyte Lafontaine, Georges-Étienne Cartier, Pierre-Joseph Olivier Chauveau, Antoine Gérin notamment, sont au cœur de cette nébuleuse réformiste. L'originalité de votre travail réside dans le choix de cette génération oubliée ou négligée par l'historiographie, mais aussi dans le parallèle que vous établissez par ailleurs entre ces intellectuels et politiciens des années 1850-1880 et ceux de votre propre génération X, celle qui a succédé aux baby-boomers et devancé des milléniaux. Pour le littéraire que je suis, l'intérêt de votre travail réside aussi dans l'importance que vous accordez aux sources plus littéraires de l'époque. Par exemple, vous travaillez aussi avec les romans de Charles Guérin de Chauveau et Jean Rivard d'Antoine Gérin-Lajoie. Alors, dans le spectre idéologique de l'époque, vos réformistes figurent ce qu'on nommerait aujourd'hui des centristes, aussi éloignés des Rouges à la Louis-Antoine Dessaules et Honoré Beaugrand que des ultramontains à la Basile Routhier ou Jules-Paul Tardivelle. Ces Canadiens relèvent d'une même génération.
Ils ont la trentaine vers 1850, tout comme vous d'ailleurs au lendemain de vos années de ferveur. Jadis sympathisants des patriotes, jusqu'à 1837, ils se sont résignés progressivement à l'Union des Canadas. Pour eux, le gouvernement responsable leur garantit à minima une représentation parlementaire où ils peuvent défendre les intérêts de la nation francophone. Plutôt conservateurs, sans s'assimiler aux Tories anglo-saxons, ils se présentent plutôt comme des préservateurs. Ce caractère timoré leur est reproché par les libéraux du temps, comme au siècle suivant par les historiens néo-nationalistes qui en feront des Canadiens français de service. C'est justement pour nuancer cette représentation caricaturale qu'Éric Bédard vous êtes employé à analyser minutieusement leurs projets de loi, leurs positions en matière d'éducation, d'économie politique, leurs engagements au XIXe siècle. Ce savant travail vous a valu le prix de la présidence de l'Assemblée nationale et le prix Clio Québec de la Société historique du Canada. Mais le temps file et je m'en voudrais de le monopoliser alors que vous trépigniez, cher Éric, à l'idée de prendre vous-même la parole. Alors Éric Bédard, au terme de ce trop rapide survol de vos écrits et de vos engagements, je ne peux que me réjouir de compter à présent parmi nous le plus jeune historien de l'Académie. Mais prenez garde, Éric, vous n'êtes pas plus jeune dans le temps puisque, sauf erreur, Guy Frégaud n'avait que 26 ans lors de la fondation de notre Académie. Marcel Trudel, 36 ans. Robert Humilly et Jean-Pierre Wallot, 47 et 48 ans. Quand je songe à l'âge canonique que j'avais moi-même l'année dernière en intégrant cet aréopage. Mais bon, la relève est assurée avec vous, donc bienvenue Éric. Chers membres de l'Académie des lettres du Québec, chers amis, Madame Vaillancourt, Madame Régin-Balde, très honoré d'arriver à cette académie en même temps que vous, et évidemment, j'ai une pensée pour Madame Saint-Martin. Cher Bernard Andrès, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais, comme vous l'an dernier, tenter d'éviter les pièges de, je vous cite, l'infatuation, la fausse modestie, l'obséquiosité, et j'ajouterai la flagornerie. Mais je ne me priverai pas de dire tout le respect et la gratitude que m'inspire votre parcours et votre œuvre. Pied noir originaire d'Oran, la ville d'Albert Camus, arraché de votre terre natale alors que vous quittiez les rivages de l'enfance, vous avez compris instinctivement ce qu'avait été pour nous, Québécois d'ascendance canadienne-française, l'abandon de cette, je vous cite, ingrate métropole qui a tôt fait d'oublier ces quelques milliers de Canadiens égarés dans un empire étranger et souvent hostile. Ce déracinement précoce offre peut-être une clé pour comprendre votre intérêt pour ce drame de la conquête qui a tant marqué les contemporains du XVIIIe siècle et dont les conséquences continuent d'être discutées. Un départ si soudain du pays de votre enfance vous a fait comprendre très tôt la précarité de ces héritages qu'enfant, on prend pour acquis. À l'instar de Fleury Méplet, Valentin Jotard, Pierre Ducalvet et Pierre de Salles de la Terrière, tous des immigrés français que vous connaissez mieux que nous tous, devenus Canadiens durant la seconde moitié de notre XVIIIe siècle, vous avez défendu les droits à l'existence de votre patrie d'adoption, compris son désir de continuité, communié à son aspiration à la liberté. De cette patrie d'adoption, vous avez fait un objet d'étude. Au premier moment de notre histoire littéraire, vous avez consacré vos recherches, votre érudition et votre créativité. Grâce à vous, nous avons redécouvert tout un réseau de lettrés qui pétitionnaient pour faire respecter les droits des Canadiens, fondaient des gazettes, exprimaient leur vue sur le monde, souvent au prix de leur liberté, sinon de leur vie. Des hommes, insistez-vous, qui, sans fonder une littérature officielle, ont épousé les idéaux des Lumières, c'est-à-dire combattu les superstitions et la tyrannie, défendu la liberté de l'homme de lettres, envisagé l'aménagement d'une proto-laïcité, comme vous l'expliquiez dans Le Devoir la semaine dernière.
Non sans raison, vous vous êtes étonné que ces premiers modernes aient été négligés ou oubliés. Dans votre discours de l'an dernier, vous pointiez du doigt la rupture introduite par la Révolution tranquille, donc notre rapport trouble au passé. Je vous cite, « Au nom d'une modernité conquérante, les œuvres d'avant sont perçues comme révolues, démodées, condamnables. » Je ne saurais être plus d'accord avec vous, moi qui ai été associé à une nouvelle sensibilité dans notre rapport au passé, qui est souhaité non pas oublier ou rejeter les riches héritages de la Révolution tranquille, mais rappeler avec d'autres, par mes travaux et mes engagements, que l'histoire du Québec ne commençait pas en 1960, que l'intention nationale québécoise n'avait aucun sens si elle n'était pas située dans un temps long de débats, de combats et d'espoir. C'est donc à vous, cher Bernard Andrès, le fils d'Oran, devenu l'un de nos plus éminents historiens de la littérature, que je dois mon entrée dans cette académie, moi, le descendant d'Isaac, le forgeron, arrivé en 1660 avec femme et enfants, moi, le descendant de Louis, le cultivateur, témoin des bombardements de Québec durant l'été 1759, moi, le descendant de Jacques, le défricheur, parti faire de la terre dans l'arrière-pays de Portneuf au 19e siècle, une terre où naîtra toute une lignée de bédards jusqu'à mon père, Alexandre, qui, à 19 ans, à la veille de la Révolution tranquille, partait vivre à Montréal avec sa petite valise en carton empruntée à sa mère et 100 $ dans ses poches. Oui, c'est à vous, Bernard, le Québécois d'adoption, que je dois mon entrée à l'Académie. Moi qui n'ai jamais vécu d'exil prolongé, qui ai vu le jour dans une société qui défendait l'égalité des chances, garantissait l'accès aux études supérieures, encourageait l'ascension sociale, moi qui ai grandi dans un monde familier, aimant, rassurant, Québécois d'adoption, Québécois de vieille extraction, nous travaillerons ensemble, ramerons dans la même direction, contribuerons à une même œuvre. Merci Bernard. J'éprouve un certain vertige en me présentant devant vous. Comme cela a été dit par Bernard, né en 1969, je serai à un temps, que j'espère le plus court possible, le plus jeune membre de l'Académie. Lorsqu'il a été question de soumettre ma candidature, d'ailleurs, je me suis immédiatement demandé si je n'étais pas trop jeune pour être affublé du titre d'académicien. Mais encouragé par Bernard, j'ai vite surmonté mes scrupules, non sans tenter d'en connaître davantage sur l'histoire de cette institution fondée le 9 décembre 1944 dans la résidence de Victor Barbeau, l'âme de cette académie pendant plusieurs décennies. Dans l'un de ses textes de présentation, d'ailleurs, de l'Académie, Barbeau écrivait, je le cite, « Nous nous sommes gardés de subordonner le mérite à l'âge. De la sorte, au lieu qu'elle soit la fin d'une carrière, le terme, l'échéance d'un talent, l'Académie en pourra être, non le point de départ, ce qui serait téméraire, mais la phase la plus active, celle de la verte floraison. Par cette communion, cette compénétration des générations, en quoi nous avons innové, nous comptons obtenir la continuité et le renouvellement indispensable à nos fins. » Fin de la citation. Parmi les membres fondateurs de l'Académie, on retrouve des Canadiens français de plusieurs générations, du plus âgé, Lionel Groulx, né en 1878, au plus jeune, Guy Frégault, vous l'avez dit, né en 1918, il avait 26 ans. Bien avant l'Académie française, notre institution allait accueillir des femmes, je pense à Marie-Claire d'Aveluy, Rina Lanier et Geneviève Guèvremont, et offrir sa toute première médaille à la toute jeune Gabrielle Roy, avec qui Victor Barbeau aura une correspondance suivie. C'est ici, dans ces lieux, dans cette ancienne bibliothèque de Montréal, que le 29 mai 1945 allait se tenir la seconde réunion officielle de l'Académie. Depuis mon élection, des amis bienveillants, certains sont dans cette salle, et parfois moqueurs ou perplexes, me demandent mais quelle fin poursuit l'Académie des lettres du Québec et en quoi elle se distingue de l'Académie française? Je ne saurais répondre à la place des vétérans qui ont animé cette vénérable institution, mais je trouve une partie de la réponse dans la genèse de l'Académie canadienne-française et dans les écrits de Victor Barbeau. L'Académie française, je le rappelle, a été et reste encore aujourd'hui une créature de l'État français. Le cardinal de Richelieu avait assigné à ses premiers membres une mission très claire, rédiger un dictionnaire, édicter les normes et les règles d'une langue qui avait connu, durant le siècle de la Renaissance,
un développement pour le moins chaotique. Fondée en 1634, l'Académie française allait devenir l'institution phare du classicisme, le temple de l'orthodoxie linguistique et parfois le mouroir de certains écrivains en quête d'immortalité. Notre Académie n'a pas été fondée par l'État. Elle n'est pas non plus la créature d'un ancien représentant du pouvoir colonial. L'Académie des lettres du Québec a été fondée par des gens de lettres. Et voilà une différence fondamentale. C'est à l'abri de l'État, de l'Église et du pouvoir que notre Académie est née et s'est développée. 100 ans après la publication d'un premier répertoire national, un siècle après la parution de l'influence d'un livre, de la terre paternelle et de l'histoire du Canada, le temps n'était-il pas venu pour les écrivains canadiens-français de se regrouper, d'affirmer leur existence en tant que corps? C'est ce que croyait Victor Barbeau avec toute la bonne volonté d'un pionnier. Cela peut étonner aujourd'hui, mais ce père fondateur avait le sentiment, dès les années 1940, que la littérature d'ici était en voie de s'affranchir de la politique, qu'elle avait même acquis une certaine autonomie. Jeune turc, Barbeau avait, durant les années 20, combattu les régionalistes, comme d'autres, plus tard, combattront les romans à thèse, cette littérature souvent pauvre, conscrite par une cause où les personnages incarnent souvent davantage des types sociaux que des êtres humains tiraillés par des pulsions antinomiques. À cette littérature militante, Barbeau préférait des œuvres écrites avec finesse qui exploraient les contradictions douloureuses de l'être, les méandres du moi, la complexité humaine. Trop longtemps, déplorait Barbeau, la littérature d'ici n'était point parvenue, je le cite, à se dégager du remous, du tourbillon des inquiétudes et des luttes collectives. Fin de la citation. Poète, romancier, gens de lettres, conscrit par la survivance, avait préféré servir le collectif, défendre une cause. Je cite Barbeau. Au milieu de ces angoisses, de cette fièvre, qui pouvait se soucier de l'être humain ramené aux dimensions de ses désirs, de ses fins, de ses doutes, de ses peines? En sacrifiant leur moi, leur personnalité, à l'univers trop lourd à leurs épaules d'une patrie en gestation, ils ont obtenu qu'on les sacrât poètes, même quand ils n'étaient que d'habiles versificateurs. Que savons-nous pourtant de la chair et de l'esprit des hommes et des femmes qui ont vécu cette douloureuse aventure? Quels sont les livres qui nous introduisent dans leur intimité? Rien de ces existences ne nous a été livré, fût-ce à l'état d'ébauche. Fin de la citation. Hélas, pour Barbeau, cette littérature conscrite par la politique n'avait pas écrit ces derniers mots. En 1971, Jacques Godbout, membre émérite de cette académie, déplorait que les œuvres des écrivains de sa génération aient été assimilées au réveil québécois de la Révolution tranquille, donc, comme il le disait lui-même, à un texte national. Un roman ou un poème publié n'attirait l'attention que si l'œuvre révélait l'une des facettes d'un Québec en train de s'affirmer. Godbout déplorait le phénomène car il estimait que la littérature y perdait au change. Je le cite. C'est que l'écrivain, dans un pays normal, se donne d'abord pour mission d'approfondir l'être, donc d'enrichir de signification, c'est beau, d'enrichir de signification l'aventure humaine, même s'il crie son désespoir. L'écrivain dans un pays normal, si l'on me permet cette tautologie, peut être un écrivain toute sa vie et jusque dans sa mort. Il est des pays où l'on peut être. Le Québec ne fait pas encore partie de ces nations normales. Fin de la citation. 1971. Barbeau et Godbout, loin de renier leurs origines, eux qui ont cherché à servir leur peuple à leur façon, le premier avec les Séchocs, Mesures de notre taille, 1936, c'était un peu le nègre blanc d'Amérique des années 30. Le second, en fondant la revue Liberté, en s'activant pour les écrivains de son pays, étaient convaincus, donc ces deux, Barbeau et Godbout, étaient convaincus que la meilleure façon de servir le Canada français et le Québec, c'était de laisser les écrivains explorer toutes les facettes de l'aventure humaine dans la gratuité et la beauté. Ce qui nous ramène à notre point de départ, la mission que poursuit cette compagnie qui soufflera dans 2 ans ses 80 bougies. Contrairement à l'Académie française, l'Académie des lettres du Québec a été créée à l'abri des pouvoirs qui entendent conscrire les écrivains pour défendre une cause. Cette différence fondamentale explique la précarité financière de notre Académie, qui a toujours été jalouse de son indépendance. Cette vulnérabilité lui donne en même temps son panache,
et permet peut-être de comprendre sa devise initiale « Feu qui dure ». Cette indépendance de tous les pouvoirs, ajoutée, je cite Barbeau, à la garde de la culture et de la langue française, m'apparaît fondamentale pour comprendre ce qu'est l'Académie des lettres du Québec. Nous sommes ici dans un espace contrôlé, un safe space, diraient certains, où la liberté est considérée comme une valeur sacrée, l'indispensable oxygène à la création. En ces heures un peu sombres, où selon certains, brûler des livres serait une manière de purifier la pensée et de réviser le passé, où certains censeurs rêvent de javeliser les œuvres d'autrefois, l'Académie, je cite Barbeau, doit rester cette vigilante armure d'une tradition qu'il est de notre ambition, comme il le sera de nos successeurs, c'est nous, d'enrichir et de vitaliser par toutes les ressources de la sensibilité, de l'intelligence et du goût. Vous me direz, fort bien, mais vous n'êtes pas écrivain. Et vous n'ambitionnez pas d'écrire des romans, de la poésie ou du théâtre. Et vous aurez parfaitement raison. Quelle est donc ma légitimité pour vous entretenir ainsi de littérature? L'historien est-il un homme de lettres? Ce sont là de vraies questions qu'au moment de franchir le portail de cette académie, je n'entends pas éluder. L'historien, un homme de lettres? Victor Barbeau en était convaincu. Sinon, pourquoi aurait-il associé dès les débuts de l'Académie une myriade d'historiens? Si ces devanciers m'intimident beaucoup, je crois avoir ma place dans cette Académie des lettres, c'est que, à mon avis, l'histoire peut être une littérature contemporaine. Une chose me frappe en littérature. L'un de ses courants les plus porteurs, et j'ajouterais les plus populaires, est celui de la littérature vérité. De Truman Capote à Emmanuel Carrère, en passant par Alexandre Solzhenitsyn, de nombreux écrivains ont recouru à la littérature pour se rapprocher au plus près du réel. Ces essais d'investigation littéraire ont donné des œuvres fortes qui ont permis d'explorer les ressorts intimes de meurtriers ou de bourreaux, tout en cherchant à situer dans leur contexte des préjugés raciaux, des injustices sociales, des mécanismes psychologiques ou des utopies mortifères. Si bien les écrivains se sont rapprochés de l'histoire pour appréhender leur objet, je constate que les historiens du XXe siècle, je parle ici des historiens de profession, ceux qu'on retrouve notamment à l'université, se sont, eux, très souvent éloignés de la littérature. Les historiens de métier croient avoir gagné en objectivité, en sérieux. Je crois pour ma part que cette mise à distance de la littérature a appauvri notre discipline, en plus de l'éloigner du grand public. Rappelons que les historiens du XIXe siècle étaient considérés comme d'authentiques écrivains. Dans les collèges classiques, les écrits des historiens de l'Antiquité étaient étudiés pour leur qualité littéraire. Poète, François-Xavier Garneau était un véritable écrivain et son Histoire du Canada trouve sa place parmi les classiques de notre littérature. Je considère également Guy Frégault comme un authentique écrivain. Ses gros ouvrages étaient, comme il le disait lui-même, composés, parsemés de portraits et de réflexions qui se rapprochaient du genre de l'essai. Sa prose était soignée, son style classique ne manquait pas de souffle. Un exemple parmi d'autres, tiré de la guerre de la conquête, 1955, où Frégault atteint, à mon avis, un sommet, tant du point de vue de l'historiographie que de la littérature. Je le cite, « Tout est lié, politique, économie, société, situation géographique, gouvernement, grandes affaires, classe sociale, parti, groupe d'intérêt. Saisissez une activité ou une fonction, toutes les autres suivent, entraînées par elle. Pourquoi? Parce que c'est l'homme que vous saisissez, l'homme qui, tout à la fois, assure sa subsistance, exerce un métier, s'administre, se bat et tient à des idées qui ne sont jamais tout à fait les siennes, mais qu'il nourrit de son expérience propre. » C'est un écrivain qui écrit comme ça. Guy Frégault. Une tradition positiviste, reprise par l'École française des annales et le marxisme, a voulu faire de la discipline historique l'une des provinces des sciences sociales, avec ses lourdes prémices théoriques et ses problèmes de recherche à résoudre. Au nom de la rigueur et de l'objectivité, l'histoire s'est tout naturellement éloignée de la contingence et du récit. Une manière comme une autre pour la profession de prendre congé de l'emphase boursouflée
et des discours hagiographiques d'une rhétorique classique jugée désuète. L'historien ne serait plus un auteur immergé dans son époque qui assumerait sa subjectivité, mais un chercheur, un savant, qui ferait rapport de ses découvertes en recourant au nous impersonnel de la science. En souscrivant à cet habitus du chercheur, bien des historiens espéraient donner du lustre à leur discipline et être pris davantage au sérieux par les praticiens des sciences sociales. Le résultat concret de ce choix, c'est que les historiens vont tourner le dos aux lecteurs et ne s'adresser qu'à leurs pairs. Pire encore, certains vont multiplier les néologismes abscons ou confondre jargon et sophistication de la pensée. D'aucuns me répondront que c'était là le prix à payer pour assurer l'autonomie de la discipline historique et des historiens à l'université et dans la société. J'ai beau comprendre la démonstration, je continue de penser que l'histoire reste une mise en récit. À la suite d'Ivan Jablonka, je refuse de choisir entre une histoire scientifique qui tournerait le dos à la littérature et une histoire littéraire qui tiendrait la vérité pour une valeur secondaire. Si les écrivains se documentent pour saisir par la littérature l'histoire en marche, je ne vois pas pourquoi les historiens se priveraient des procédés de la littérature pour envisager le réel dans toute sa complexité. Avec sa chronologie, ses personnages, ses rebondissements, ses idéaux nobles et ses passions tristes, la riche matière du passé n'a rien d'une fiction, mais peut devenir un roman vrai, un récit vraisemblable et convaincant du temps humain. Les historiens ont la chance d'avoir un public hors des murs de l'université. Leurs livres peuvent intéresser un public d'honnêtes gens, cultivés, assoiffés de connaissances. Tous les éditeurs et les libraires vous le diront, les biographies et les synthèses claires et vivantes comptent de très nombreux lecteurs. Sans rien sacrifier de notre rigueur, de nos méthodes, sans minimiser l'importance que nous accordons aux sources, adressons-nous à l'esprit autant qu'à la sensibilité de ces lecteurs qui souhaitent comprendre ou découvrir un personnage ou une époque. Ce discours de réception, je m'en voudrais de le conclure sans tenter de répondre à une question toute simple. Une question posée aux gens de lettres lors d'un colloque organisé par l'Académie en 1984. Pourquoi écrire? À cette question de sens, toutes les réponses sont personnelles, intimes, comme on vient de le voir avec Mesdames Vaillancourt et Régin-Bald. À cette question toute simple, j'offrirai une réponse qui vous paraîtra peut-être un peu sentencieuse, je m'en excuse, mais j'ai écrit pour mettre de l'ordre dans le chaos. L'une des grandes découvertes, l'une des grandes leçons de ma vie adulte est la suivante: le chaos est la norme. Lorsqu'on a la chance d'avoir des parents généreux, une famille qui a cru en nous et qui respecte la voie que l'on a choisie, lorsqu'on a des enseignants attentionnés, des professeurs dévoués, quelques maîtres inspirants, lorsqu'on suit un parcours scolaire régulier et que l'on trouve sa place dans un monde professionnel compétitif sans trop de difficultés, bref, lorsqu'on a été épargné par les malheurs et les drames, on peut en venir à croire que c'est l'ordre qui est la norme, non le chaos. Et puis vient la vie, les ruptures, les conflits, les rancunes, les déceptions, les concurrences, les ambitions. Et puis vient notre intégration à une société en marche qui préexiste à notre arrivée, avec ses dilemmes, ses hésitations, ses atavismes, ses débats existentiels. On découvre alors que la civilisation n'est qu'un vernis, que le désespoir et la souffrance sont beaucoup plus répandus qu'on l'avait imaginé enfant, que la stabilité apparente du monde ne tient souvent qu'à un fil. Je suis d'une génération venue après les 30 Glorieuses, après l'affaissement de l'utopie communiste, après la révolution sexuelle et le sida, après l'échec d'un projet de refondation politique du Québec. Je suis d'une génération désenchantée, la première à vivre les conséquences du divorce et une crise de la valeur famille, la première, au Québec du moins, à vivre sans proposition religieuse forte, sans consolation spirituelle. Ces constats sont sombres, mais je sais maintenant que ma génération, la génération X, comme on l'appelle, est loin d'être la première à ressentir une sorte de vertige face à l'avenir. J'ai pu constater, en étudiant l'histoire, que toutes les générations ont le sentiment de vivre une période sans une autre pareille, des défis en apparence insurmontables,
Le seul et unique recueil de nouvelles d'Alain Grandbois, membre fondateur de notre Académie, porte un titre si caractéristique, « Avant le chaos », 1945. Son avant-propos est crépusculaire. Je le cite, « Les hommes de ma génération ont vécu des jours que leurs cadets ne connaîtront jamais. Le monde qui se dessine aujourd'hui et qui sera celui plus dur encore de demain ne nous échappera peut-être pas entièrement, mais il sera bien neuf pour nos yeux fatigués. » Fin de la citation. C'est pour mettre de l'ordre dans ce chaos que les êtres humains ont inventé des religions, des utopies, des idéologies. Ces croyances, ces dogmes et ces idées ont d'abord été jetés sur du papier. Au commencement était le verbe. Avant tout changement, toute transformation, il y a des mots, des phrases, des livres. C'est pour y voir plus clair, mettre de l'ordre dans le chaos, que j'écris. Écrire sur l'histoire de mon pays, pour surmonter la rupture introduite par la Révolution tranquille, reprendre le dialogue avec des anciens, interroger une tradition de débat, renouer avec une intention collective qui a pris forme il y a bien longtemps. Écrire sur les réformistes pour m'approcher d'une génération confrontée à des défis bien plus dramatiques que les nôtres. Écrire sur nos commencements pour mieux entrevoir et comprendre des origines. Écrire pour offrir à mes contemporains un sens de la continuité, un regard peut-être un peu plus empathique et généreux sur le passé que celui qui m'a été légué. Mais écrire aussi pour mieux comprendre qui l'on est, pour se dévoiler à soi-même, répondre à une sorte d'impérieuse nécessité intérieure, tenir son journal, comme je le fais depuis 1993, consigner ses réflexions du moment, ses bons coups et ses regrets, ses rencontres inspirantes, ainsi laisser une trace de l'histoire qui se fait sous nos yeux et à laquelle on prend part bien malgré soi, même si on reste un acteur secondaire de la grande histoire. Écrire des essais sur des questions sensibles, prendre parti, ainsi comprendre les valeurs qui façonnent notre sensibilité et notre regard sur le monde. Tel un mémorialiste un peu précoce, revenir sur sa jeunesse, en proposer un récit personnel, tracer quelques portraits de personnages qu'on a croisés et qui nous ont marqués. Écrire pour s'inscrire dans une continuité collective. Écrire pour mieux se comprendre et se connaître. Écrire pour témoigner. Écrire aide-t-il à mieux vivre? Je réponds oui, mais sans être dupe, sans y voir une recette miracle. Dans Extension du domaine de la lutte, Michel Houellebecq écrit « L'écriture ne soulage guère, elle retrace, elle délimite, elle introduit un soupçon de cohérence, l'idée d'un réalisme. On patauge toujours dans un brouillard sanglant, mais il y a quelques repères. Le chaos n'est plus qu'à quelques mètres, faible succès en vérité. » Fin de la citation. Écrire donc pour introduire ce soupçon de cohérence. Écrire pour combler un vide, ce vide abyssal qui caractérise l'homme sans Dieu. Mais écrire aussi pour être lu, pour exposer à des lecteurs généreux une part de soi, pour entrer en dialogue avec les autres et avec son époque. Quelques remerciements en terminant. L'avantage de devenir académicien à 52 ans, c'est d'être reçu en présence de ses parents, à qui je dois tant. Merci à ma mère, qui m'a accompagné tout jeune à la bibliothèque, qui a senti très tôt mon intérêt pour les livres. Merci à mon père, qui m'a transmis son goût prononcé pour une langue claire, élégante, et aussi qui m'a transmis son aversion pour la vulgarité populiste. Je veux remercier mes enfants, Nora et Arthur, d'être présents, de partager ce moment. Vous êtes et resterez ma plus grande fierté. Je veux aussi remercier Nadia, ma femme et ma meilleure amie, qui m'a toujours soutenu, accompagné, encouragé. Une femme dépareillée, aurait dit mon grand-père Arthur. Merci beaucoup. Et donc, merci beaucoup pour votre accueil. Merci.